Eh bien, rebonjour à toutes et à tous. Comme je le disais, cet atelier s'appelle Lancer soi-même son projet de site web ou d'appli sans coder, grâce aux outils no-code. Donc, ceci est une initiation, un panorama des outils no-code, parce que tout ça, c'est possible aujourd'hui, comme on va le voir avec des limites et aussi avec certaines spécialités, mais on peut quand même aller assez loin. Donc, on va vous partager un peu notre vision là-dessus. Je vais essayer de parler pendant une demi-heure. Normalement, ça dure plutôt 45 minutes, 50 minutes, donc il y a des passages où j'irai plus vite. Et n'hésitez pas donc à poser vos questions dans la partie prévue à cet effet. Et on va essayer d'avoir 25 minutes de questions-réponses du coup. Avant de commencer, on va aller dans du concret direct. Au début du confinement, il y a deux associations que j'ai rencontrées dans le programme d'accélération Les Déterminés, qui accélère principalement des entrepreneurs et des entrepreneuses originaires du quartier prioritaire à fort potentiel. Et il y a un projet, Banlieue Santé, qui m'a contacté, qui m'a dit « Waouh, on fait des vidéos traduites en différentes langues et dialectes pour les populations non francophones sur le Covid, sur la prévention. On a besoin d'une appli. » Et en gros, là, on n'a pas trop le temps, mais je vous invite à aller sur enmodeconfiné.org. Vous aurez un premier exemple de ce qu'on peut faire en quelques jours en no-code. C'est une appli mobile qui affiche ces vidéos, mais aussi qui leur permet de trouver des bénévoles, de coordonner. Aussi, ça, c'est une partie que vous ne verrez pas, c'est en bac, mais de coordonner leurs bénévoles sur des points de livraison où il y a des colis repas, de récupérer des denrées alimentaires et tout. Mais par contre, on va prendre le temps de regarder H24 Urgence, le deuxième projet sur la droite, qui, pour le coup, a été réalisé par nos soins en 2 à 3 heures bénévolement. Et c'est vraiment une illustration d'un cas extrême où le no-code peut être pratique. H24-urgence.fr, c'est Zaïm, donc une porteuse de projet que j'ai rencontrée chez Les Déterminés, qui nous dit qu'elle connaît. Les maisons de santé, ce sont des établissements de santé qui sont très peu connus en France. Ce sont des établissements de qualité. Et qu'au début du confinement, le SAMU, les urgences étaient engorgées. Donc, il y avait plein de gens qui avaient le Covid ou qui avaient autre chose que le Covid qui ne pouvaient pas aller se faire soigner. Et elle me dit, c'est un drame, les maisons de santé sont vides. Donc, je veux faire une application où j'appelle les maisons de santé à la main, je complète si elles sont libres, comment on consulte chez elles, l'adresse, etc., où on peut mettre en favori ces maisons de santé. Bon, là, il faut laisser son email pour laisser en favori, où on peut trier par favori. Hop, donc là, je vous fais la démo en direct. Et aussi, où par exemple, si je tape CHE, je vois toutes les maisons de santé où il y a CHE dedans, comme Chevaleret, Chemin Vert, etc. Donc, en gros, elle me dit, il me faudrait une appli comme ça, ou en tout cas, un support numérique où les gens puissent consulter, sur lequel on puisse communiquer. Du coup, cette application que vous voyez là, je l'ai faite avec Glide, un outil no-code qui s'appelle Glide. Je l'ai réalisé en tout en 2 heures. Techniquement, j'ai eu 2 heures de travail technique. Sachant que Glide, ils ont un parti pris très fort, c'est de se dire, tout le monde sait utiliser un Google Spreadsheet, un tableur. À partir d'un Google Spreadsheet, on va donner les moyens de faire une appli mobile. Alors, avec certaines limitations, mais avec aussi certaines fonctionnalités très puissantes. Et Glide, du coup, ça permet d'avoir ce genre de résultats très rapidement. Glide, c'est l'un des outils no-code qu'on adore parce que justement, il y a un parti pris très fort. Ça ne permet pas de tout faire, mais ça permet de faire certains use cases de manière très efficace. Et on va ouvrir un peu le capot et regarder ce qu'il y a en dessous. Donc ça, c'est leur site. Je vous laisserai le découvrir de votre côté. Une fois que je me connecte dans Glide, voilà, là, je suis sur l'appli H24 Urgence. À droite, j'ai un petit éditeur visuel. Par exemple, si je veux bouger cette partie-là plus bas, je le fais. Donc là, ça bouge en temps réel. Si je veux modifier le contenu, je vais ici. Je ne vous fais pas un tour complet, mais on a des tutoriaux gratuits si vous voulez les consulter dans l'écosystème de contournement. On en parlera à la fin. Hop. Alors, je change rapidement parce que c'est en live. Donc, au bout de 3 secondes, ça se met à jour pour les utilisateurs. Donc, voilà, je construis mon appli comme ça. Mais ce qui est très intéressant dans Glide, c'est que ce qui se cache derrière donc la partie cartographie, donc ce qu'on a vu ici, c'est ça. Un Google Spreadsheet simple, que tout le monde est en mesure ici de faire, où Zaïm a mis les établissements, les horaires d'ouverture, les coordonnées, l'adresse, le texte, les liens vers les images, vers les sites. On le fait passer à la moulinette, on le met en mode cartographie et ça donne un résultat équivalent à celui-ci. On aurait pu le mettre sous forme de liste, sous forme de plein de choses. Mais là, pour le coup, pour des applis de carto, c'est extrêmement puissant. Et là encore, c'est de la consultation. Mais on aurait pu choisir de faire que les gens se créent un compte, qu'ils n'aient accès que à certains établissements quand ils se créent un compte, à ce qu'ils aient un historique, à ce qu'ils achètent des choses. Glide, c'est vraiment
l'un des outils no-code qui est le plus représentatif de notre point de vue de ce que risque d'être le no-code demain. C'est-à-dire des outils qui sont extrêmement accessibles sur certains use cases et extrêmement avancés, tout en étant limités à certains égards. Voilà pour les exemples concrets. Et là, c'est le moment où on entre dans le dur, mais où d'abord, on va commencer par se présenter. Donc, je représente Contournement. Contournement, comme notre nom l'indique, on forme les gens, on les accompagne à contourner l'obstacle technique, la contrainte technique, grâce aux outils no-code, par des formations, par du conseil, par de la formation en ligne, mais aussi en fédérant la première communauté française, francophone, autour du no-code, via un Slack et d'autres outils. Et vous pourrez la rejoindre si vous le voulez à la fin de cette présentation. Donc, créer des sites web et des applications soi-même sans coder, c'est ça la promesse du no-code. Et on va en parler pendant une petite trentaine de minutes. J'espère qu'il ne faut pas que j'utilise H24 urgence. Donc, je vais rapidement vous donner un peu de contexte parce que là, ce n'est pas une liste d'outils à l'après-vert qu'on va vous faire. C'est aussi vous dire ce que c'est que ce mouvement du no-code. Deuxièmement, vous présenter des cas réels qui ont utilisé le no-code et les briques qu'ils ont utilisées. Une ouverture sur laquelle on passera très vite, mais vous aurez la présentation avec des outils très divers en no-code pour faire de la réalité virtuelle, la réalité augmentée, du machine learning sans coder. Et questions-réponses. Dans l'équipe, on est 3, donc on a tous monté plusieurs projets dans nos vies. Donc moi-même et Alexis, donc nous sommes les cofondateurs de Contournement. Et Lucien, un expert Bubble, vous le verrez, Bubble, c'est un outil no-code très puissant aussi, est en train de nous rejoindre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'origine, j'avais monté Simplon.co, donc comme je le disais, en 2012. Enfin, j'ai eu l'idée en 2012, je l'ai monté en 2013 et j'ai décidé de le quitter en 2017. C'est devenu le plus gros réseau mondial d'écoles de code gratuites et solidaires pour des personnes qui n'ont pas de diplôme, pour des personnes qui n'ont pas d'emploi, pour des personnes réfugiées. Et souvent, on nous dit, mais c'est bizarre d'avoir fait une école de code et aujourd'hui de faire du no-code. Et ce à quoi on répond, non, notre vision avec Alexis, parce qu'on s'est rencontrés chez Simplon, c'est justement de trouver les moyens techniques les plus accessibles pour permettre aux gens de construire des choses. Ce n'est pas de former à la technique pour la technique. C'est vraiment trouver le chemin le plus court entre l'idée qu'on a et sa réalisation numérique. À l'époque, c'était avec des technologies comme Ruby, Ruby on Rails, qui permettaient de coder plus accessiblement. Là, aujourd'hui, on se dit que c'est avec le no-code que ça se passe. Donc, c'est la démocratisation des technologies qui est le lien. Et vous le verrez aussi, quand on dit no-code, ça ne veut pas dire plus de codeurs. Ça, on nous chope souvent là-dessus. Il y a certainement des gens qui vont dire ce genre de conneries un jour. Je vous expliquerai après, mais au contraire, on connaît la valeur du code et le no-code peut d'autant plus le valoriser. Donc, pourquoi le no-code et l'approche de contournement? Un peu de contexte. Un constat, 0,3% de la population mondiale sait coder. Du web, des moteurs d'Airbus, enfin, tout code confondu. Qu'est-ce qui se passerait si 99,7% des autres gens avaient davantage accès à la création des sites, des applis, à l'heure où le fait d'avoir un site, une appli ou de créer un projet numérique, beaucoup de gens qui en ont besoin. C'est un peu la réponse qu'apportent les outils no-code. Je vous laisserai consulter cette slide un peu plus en détail si vous voulez, mais en gros, le no-code dans le sens auquel on l'entend, c'est-à-dire être très accessible, tu arrives dans ton Chrome ou ton Firefox, tu te crées un compte, tu commences à créer ton site ou ton appli, tu peux publier direct. Tu n'as rien à installer, tu n'as rien à paramétrer. Le no-code dans ce sens-là, ça fait, on va dire, depuis 2019, 2018 qu'on voit qu'il est assez mature, qu'il y a des signes de maturité forts. En fait, j'avais déjà essayé Bubble, par exemple, un outil il y a 6 ans, mais c'était encore un peu instable, c'était pas tout à fait fiable, pas tout à fait riche. Et là, en 2018, avec Alexis, on a vu 4 points, 4 signes sans équivoque de la maturité de ces technologies no-code. Premièrement, en retestant les outils, on voit qu'il y a de nouveaux outils qui sont là et qui sont désormais fiables, stables, riches et accessibles. C'est important que ces outils soient puissants, mais aussi user-friendly. Sinon, on reste dans le domaine des experts et ce n'est pas vraiment du no-code, de notre point de vue. Deuxièmement, on voit qu'il y a des startups qui se lancent, des startups numériques qui se lancent sans développeurs et qui réussissent. On va parler de Comet, par exemple, juste après. Il y a plein d'autres exemples aux États-Unis. Troisièmement, on voit qu'il y a des outils no-code qui commencent à lever des millions de dollars, comme Webflow, comme Bubble. Donc là, on parle d'équipes qui commencent à dépasser les 100 personnes, qui ont des dizaines de milliers d'utilisateurs. On n'est plus sur le petit outil du coin de la rue qui risque de se planter à chaque moment. Et quatrième constat qu'on fait en 2018, on voit qu'il y a des écosystèmes qui émergent autour du no-code. On voit qu'il y a des agences web no-code, de prod no-code, de prestations, des formations online, etc. Et on commence à voir aussi ce genre de tweet, et je trouve qu'il résume très bien ce que peut permettre le no-code.
C'est Andrew Wilkinson qui a monté plusieurs entreprises, notamment dans la Silicon Valley, entrepreneur web émérite, qui tweetait début 2020. Un peu plus tôt cette année, j'ai eu une prise de conscience. J'ai fait un bond en avant en termes de productivité. J'avais l'habitude de dépenser entre 25 000 et 100 000 dollars pour construire une appli. Ça prenait 3 à 6 mois. C'était frustrant, c'était cher et c'était lent. C'était long. Puis, j'ai commencé à utiliser des outils no-code comme Webflow, comme Bubble, comme Zapier et comme Airtable. C'est un tweet très convaincu. Comme on le verra, nous, on aime bien mettre les limites aussi du no-code pour ne pas promettre des choses qui n'existent pas. Mais en tout cas, ça dit bien ce que ça veut dire. Et on espère que vous aurez la même prise de conscience, vous ferez le même bond en avant suite à ce webinaire. Et là aussi, c'est une image, en fait. En novembre, il y avait la première conférence du no-code à San Francisco qui était organisée par Webflow, un outil qui permet de faire des sites web hyper avancés, qui cartonnent. Et leur fondateur, Vlad Magdalene, était sur scène. Donc on y était, hein, on était les 2 seuls Français d'ailleurs, mais c'était un événement très cool, il y a des gens du monde entier. Et il dit, nous sommes tous des pionniers. Enlevez la barrière du code, j'ai envie de dire contournez-la, et donnez les moyens à 100 fois plus de gens de fabriquer des choses. Et on est assez d'accord avec ce constat. Nous, on se dit, notamment quand on nous dit no code égale plus de codeurs, ben on a tendance à dire, s'il y a moins de barrières à l'entrée pour monter des projets numériques, ça veut dire qu'il y a 100 fois plus de projets qui auront une chance de réussir, donc 100 fois plus de projets qui auront besoin de codeurs une fois qu'ils auront réussi. Donc voilà pour tuer ce débat, notre point de vue. En tout cas, on trouve cette citation assez expressive de la démocratisation de la production de sites et d'applis que permet le no-code. On passe sur des exemples concrets, sans transition. Des histoires vraies et les stacks qui vont avec. Quand on parle des stacks, vous savez, la stack en anglais, c'est la stack, book stack, c'est la pile de livres. La stack en technologie, en dev ou en no-code, c'est les différents étages de l'appli et quelles technologies vous permettent de développer chaque étage. Donc là, vous allez le voir, à chaque fois, il y a différentes briques. Comet est un super exemple. Déjà, parce que c'est un exemple français, c'est une start-up française qui fait une plateforme de mise en relation entre des grandes entreprises et des freelances de super bonne qualité en dev et en data. Comet, déjà, leur aventure, ils ont commencé comme il faut commencer. Je pense que les PM ici comprendront ce que je veux dire. Ils ont commencé à la main pour voir si leur proposition de valeur valait le coup. Ils appelaient des boîtes, ils contactaient des freelances sur LinkedIn, ils faisaient les mises en relation avec leur filtre de recrutement, avec leur approche et tout. Et puis, ils voient que ça marche, que ça plaît, qu'il y a des gens qui commencent à les payer. Donc là, ils se sont dit, il faut automatiser, il faut construire une plateforme. Donc, aucun des 3 n'était codeur. Au lieu de payer une agence web ou autre, il y a l'un des 3 qui s'est mis sur Bubble, donc qui est l'un des outils phares du no-code, qui est très, très avancé, qui est très, très puissant, par contre, qui est peut-être moins accessible que les autres. Il s'est mis sur Bubble. En quelques jours, il a fait un premier proto, commence à y avoir des utilisateurs, et puis il fait grossir le truc au fur et à mesure. Et ils sont allés jusqu'à 500 000 € de revenus récurrents annuels juste avec ce proto, cette V1 faite en Bubble. À partir de là, ils ont levé 2 millions d'euros. Et là, ils ont recruté un CTO, un directeur technique, parce qu'ils commençaient à être gênés aux entournures sur plusieurs aspects, sur le design. Aussi, ils voulaient mettre du machine learning, des choses comme ça. Et brique par brique, ils ont migré vers du code. Pas d'interruption de service pour les utilisateurs, ils y ont vu du feu. Et ils sont même restés sur du no-code sur certaines briques. Donc, c'est assez intéressant. Et d'ailleurs, on a interviewé le cofondateur, Charles Thomas, sur notre podcast, le podcast Contournement, qui se trouve assez facilement sur le moteur de recherche. Et en plus, c'est vraiment un porte-parole du no-code. Il est très réaliste sur tout ça. Et c'est une expérience, en tout cas, qui tente à montrer qu'avec le no-code, on peut aller beaucoup plus loin que le proto, mais quand même, il y a un moment où, quand on a des problèmes de riches, quand on a des utilisateurs, quand on a du revenu, c'est le moment de passer sur du code. Et ce qui est intéressant aussi, ça commençait à lui coûter cher, parce que Bubble, ça peut commencer à coûter cher au bout d'un certain temps, ce qui n'est pas le cas de tous les outils de no-code. Mais comme c'est performant, qu'il y a beaucoup de fonctionnalités, comme c'est riche fonctionnellement, quand tu as plein d'utilisateurs, ça peut avoir des problèmes de performance, être un peu lent. Dwellito, un exemple qu'on adore aussi. En gros, c'est le Airbnb des cabanes de jardin. Les dwells, aux États-Unis, c'est des grosses cabanes de fond du jardin, dans les grands jardins sur ce grand continent, ou qui sont limite des maisons secondaires au fond du jardin. Et aux États-Unis, il y a un entrepreneur qui s'est dit, tiens, peut-être que les gens sont prêts à se vendre des cabanes de jardin, des dwells en ligne. Et au lieu de lever des sous ou d'apprendre le code pendant des mois ou je ne sais pas quoi,
Il a référencé des cabanes de jardin dans un Google Sheet à la main, donc aller chercher des annonces et tout. Il a fait un site avec Webflow, un site beau, riche et tout. Il a fait une base de données consolidée avec Airtable. Airtable, on y reviendra rapidement, mais c'est un outil incroyable. C'est pas un tableur, c'est vraiment un outil de gestion de base de données quand on n'est pas développeur. Et Zapier aussi pour faire le lien entre différentes briques. Et le site que vous voyez là, il a développé en moins d'1 ou 2 jours, je crois. Regardez sur la gauche, avec Webflow, on voit qu'il a fait des filtres, un peu comme un Airbnb, c'est-à-dire que c'est vraiment des filtres riches. Il affiche la galerie sous forme propre, avec une photo, des éléments en dessous, d'informations. Et ça, c'est parce que Webflow a une base de données derrière et qu'il a connecté la base de données Webflow avec Airtable. Pourquoi? Parce qu'Airtable, c'est vraiment un outil super user-friendly pour faire des bases de données. Et en gros, il a généré, je ne sais plus combien, genre 3000 leads en quelques jours. Donc voilà, là, on a vraiment un bel exemple de prototypage rapide en no-code sur quelque chose de fonctionnel. L'intendance, un site e-commerce français très beau. C'est pour ça qu'elles ont utilisé Webflow, d'ailleurs. Webflow, c'est très avancé. Ça peut être compliqué à prendre en main quand on est débutant, mais ça permet de faire des sites web. Voilà. C'est comme si on faisait du HTML et du CSS, mais sans coder, et du JavaScript. C'est la Rolls-Royce de la création de sites web, Webflow. Et du coup, elles ont fait leur site e-commerce comme ça. C'est un site e-commerce qui vend des produits bio en vrac et sans plastique, avec une livraison décarbonée. C'est-à-dire que voilà, ils sont exemplaires sur tout ça. Et donc, ils ont fait le site web avec Webflow, le site e-commerce. Avec Airtable, ils ont fait la base de données. Et cet exemple est intéressant parce que pour générer les factures, avec Webflow est un site américain, en termes de TVA, ce n'était pas tout à fait pratique parce qu'ils ne calculent pas la TVA comme nous. Et du coup, ils ont dû coder une petite partie, une petite brique en Python pour régler ce problème de TVA et aussi parce qu'ils devaient générer des bons de commande adaptés pour des personnes en situation de handicap qui travaillent pour eux. Donc, ça montre bien que le code est tout à fait miscible et intégrable avec du no-code. Il faut juste, voilà, en amont, voir avec des experts quelle peut être la bonne architecture. Yesterday's Weather, très rapidement, on l'aime bien parce que c'est une appli mobile commercialisée donc par un ricain qui, en gros, se dit, il a fait le pari de se dire, quand il a fait froid la veille, qu'il faisait 10 degrés et que tu avais un pull et que tu n'es pas encore sorti, tu aimerais bien avoir une appli qui te dise aujourd'hui, par rapport au temps d'hier, il fait 3 degrés plus froid. Donc tu te dis déjà qu'avec un pull, j'avais froid, et je prends un deuxième pull. En gros, ça compare la météo d'aujourd'hui avec la météo d'hier. Il la vend 2,99, je crois, sur l'App Store. Et là où c'est intéressant, cette appli, c'est que c'est vraiment une appli publiée sur le store, native, avec des fonctionnalités natives de l'iPhone, qu'il a fait avec Suncable, qui est un outil très puissant pour faire du mobile. Il a fait une version web avec Bubble. Donc ça stack, vous voyez, il y a le mobile, le web. Et il se branche à une API, Dark Sky API, qui est un peu une espèce de météo, l'API Météo France version week-end. Je crois qu'ils ont été rachetés par Google. Et du coup, ça veut dire que le no-code, on peut vraiment faire des applis natives, distribuables sur le store, monétisables, etc., vendables sur le store, mais aussi qu'on peut appeler des API ou exposer des API. Et ça, c'est extrêmement important. Vous l'aurez compris, l'interconnexion entre les outils est très importante dans le no-code, mais aussi le fait de pouvoir se connecter avec des API, ça ouvre des horizons incroyables. Donc là, par exemple, ils se connectent sur une API de météo pour aller chercher des données ailleurs. On pourrait penser à l'API SNCF, l'API d'une assurance ou autre. C'est possible en no-code. Et aussi pour faire appel à des fonctionnalités extérieures. Par exemple, je ne sais pas, de la reconnaissance d'image ou autre, on peut faire ça. Et Card, c'est un outil qui est un peu moins puissant que Webflow, mais qui permet de faire des sites web sans coder assez avancés. Quelle méthodologie qui va avec tout ça? J'espère que vous me voyez venir avec mes gros sabots. Eh bien, la méthodologie MVP, l'approche MVP, commencer par un skateboard, puis une trottinette, puis un vélo, c'est-à-dire y aller brique par brique, c'est essentiel. Parce qu'avec le no-code, je vais vous dire en secret, on peut tout à fait se prendre les pieds dans le tapis, faire des usines à gaz beaucoup trop ambitieuses, parfois très chères, et puis qui ne voient jamais le jour, comme c'est souvent le cas en code ou en code avec des agences web ou autres. Donc, tout est question d'approche. Le no-code, si vous vous y mettez, c'est accessible, mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça demeure un travail qui prend du temps. Et puis l'approche Lean Startup avec tout ça, on la connaît, on a une idée, on construit une première brique, donc ce fameux MVP, et là, le no-code peut vraiment être très efficace, notamment sur des phases d'amorçage, pour commencer rapidement un projet, que ce soit pour un porteur de projet isolé,
un intrapreneur ou une intrapreneuse dans une boîte ou une grosse boîte qui veut tester un nouveau produit, un nouveau service. Le no-code, pour fluidifier cette première brique, est très efficace et aussi, parfois, après la première itération, on jette à la poubelle le MVP. Et bien, mentalement, c'est vachement plus facile de jeter à la poubelle un MVP sur lequel on a passé 4 jours en no-code plutôt qu'un MVP sur lequel on a dépensé 10 000 balles en React Native et sur lequel on a passé 2 mois difficiles. Et aussi, méthodologiquement, il y a 2 approches. Enfin, c'est comme ça qu'on les appelle, nous. Il y a l'approche intégrée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais faire tout mon appli dans un seul outil. Par exemple, Bubble, c'est un outil très puissant, comme je le disais, qui permet de faire des applications web, des applications mobiles, mais tellement puissant que ça demeure quand même un outil où il faut quelques semaines pour vraiment le prendre en main. Tu peux faire des choses en quelques jours, mais pour exploiter toute la puissance de Bubble, pour faire l'équivalent d'un Airbnb, d'un Uber ou autre, il faut quand même s'accrocher. Il faut quelques semaines pour apprendre ça. L'approche modulaire, à l'inverse, si on a mis des Lego en bas, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est un peu comme jouer au Lego. Un outil différent est utilisé pour chaque étage de la stack. Je combine différents outils pour que chacun fasse le job qu'il fait le mieux. Par exemple, Typeform pour la partie où les gens vont remplir des formulaires, parce que Typeform, c'est puissant, c'est élégant, on peut faire plein de choses, c'est une belle expérience. Airtable pour gérer les bases de données, parce que c'est visuel, c'est puissant, c'est agréable et tout. Webflow pour faire le site web et Stripe pour gérer le paiement. Et je combine tout ça et ça donne une expérience seamless où l'utilisateur ne voit pas que c'est de la combinaison. L'utilisateur, lui, il voit juste une expérience qui est fluide. Un exemple très intéressant de ça, on a une formation chez Contournement qu'on est en train de digitaliser. En fait, c'est un programme où on accompagne des porteurs et des porteuses de projets à réaliser en quelques semaines, 2 fois 3 heures par semaine, en 6 semaines, leur projet en no-code. Ça s'appelle Side Project, notamment parce que c'est le soir, on veut que les gens puissent le faire à côté de leur activité principale. Et du coup, sur la première promo, il y avait Natika. Nathalie, en gros, elle constatait que quand tu as des cheveux afro en France, c'est une galère pour vraiment pouvoir garder ses cheveux naturels. Il n'y a pas de CAP coiffure qui apprennent comment coiffer les cheveux afro. Il y a des blogueurs et des youtubeuses qui donnent des infos en ligne, mais ça donne jamais la même chose sur toi. En fonction de ton type de cheveux, 6A, 6B, 7A, 7B, la longueur, c'est pas les mêmes produits qu'il faut utiliser. Donc, elle voulait faire une appli mobile qui te dise exactement quand il faut que tu ailles acheter tel produit pour faire tel soin sur tes cheveux pour pas qu'ils deviennent rouges ou je sais pas quoi. Et en fait, en avançant, c'est un peu notre rôle aussi à Contournement, on a vu au vu de son projet, de son timing et aussi de son affinité avec Bubble, parce qu'elle était sur Bubble à la base, on s'est dit non, on va pas être dans le temps. Donc, on va pivoter vers une solution modulaire où, en fait, il y avait Typeform. D'ailleurs, je crois que c'est encore consultable en ligne. Ça vient. Typeform, les gens remplissaient un questionnaire où ils cliquaient sur les cheveux qui ressemblaient aux leurs, etc. Avec Integromat et Bubble, ça faisait un diagnostic intelligent. Si les gens ont des cheveux de type 6A tressés, alors mettre ce paragraphe, blablabla. Diagnostic intelligent, troqué contre un mail, et gratuit. Puis, si les gens voulaient recevoir des emails personnalisés régulièrement, là, ils devaient payer. Et via SendGrid, en se basant sur l'algorithme qu'on avait fait dans Bubble, eh ben, ils recevaient à intervalles réguliers. Attention, dans 2 jours, vous devez faire ci, n'oubliez pas, vous devez faire ça. Donc ça, c'est un bel exemple de on part pour tout faire dans une seule solution, dans Bubble, un projet en mode intégré. Et en fait, non. Pour que ça aille plus vite, pour que ce soit plus user-friendly, on va découper en plusieurs briques. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que même dans le mode de distribution, là, du coup, ça devenait des emails payants et non pas une appli avec des notifs. Et d'ailleurs, les emails payants personnalisés, c'est une tendance qui est en train de prendre très fort, en tout cas surtout aux États-Unis. Donc voilà, en tout cas, elle est repartie avec son projet. Et après, aujourd'hui, on serait elle, on ferait plus d'acquisitions. Mais ça, c'est toujours le truc aussi d'avoir toujours peur de sortir un truc pas parfait. Mais là, vraiment, la prochaine MVP, Lean Startup, on le répète, avec le no-code, c'est vraiment nécessaire. Sinon, tu finis par jamais rien sortir. Une petite illustration de l'approche modulaire. Imaginons que je vais faire un service où les gens peuvent se prêter des instruments de musique. Déjà, il me faut un site où présenter le service et où y accéder. Mais ça, dans la stack, c'est la brique d'affichage, l'UI, User Interface. Souvent, c'est des website builders, des générateurs de sites qu'on utilise. On vous les a mis ici du plus simple au plus avancé. Weebly, par exemple, en 1 heure, vous savez faire un site web avec. J'ai fait un site e-commerce pour donner un coup de main à un artisan il y a un week-end.
Franchement, en 5 heures, j'y étais avec la version e-commerce. Mais si tu veux aller plus loin, Card ou Webflow, là, comme je le disais, c'est vraiment la Rolls-Royce. Tu peux faire ce que tu veux. Par contre, il va falloir t'accrocher un peu plus pour l'apprendre. Mais c'est marrant parce que Webflow, c'est vraiment le box model de CSS. C'est-à-dire que tu fais du Webflow pendant 3 semaines. Si derrière, tu apprends le code HTML, CSS, JavaScript, tu vas l'apprendre 10 fois plus vite. Parce que visuellement, c'est les mêmes principes. Ensuite, il faut bien que les utilisateurs puissent envoyer leurs annonces. Donc ça, c'est la brique de saisie des données, les formulaires. On parlait de Typeform. Il y a aussi Jotform. Il y a toujours des alternatives. Hein. C'est là où il faut savoir choisir les bons outils dans le no-code. C'est là aussi où on sert à quelque chose. C'est pour ça qu'on existe. Jotform, par exemple, ça permet de pré-remplir des formulaires en fonction de à qui tu les envoies, ce que ne permet pas de faire Typeform. Donc voilà. Et après, il y a les autres options natives. Par exemple, dans Webflow, tu as un formulaire, mais il n'est pas très puissant. Ça va plus vite. Dans Airtable, pareil. Et Google Form, pareil. Par exemple, Glide, vous l'avez vu au début, à partir d'un simple Google Sheet, je fais une appli mobile. Je pourrais très bien choisir Google Form pour poser des questions pour que ça alimente le Glide parce que ça va plus vite, que je n'aurais pas besoin de connecter Typeform avec Google Sheet. C'est des choix après. Il faut que je stocke ces offres quelque part une fois que les gens me les envoient. Ça, c'est la brique de stockage des données, base de données. Donc, Google Sheet, comme vous l'avez vu avec Glide, ça peut faire office de ça. Airtable, vraiment, je vous recommande d'aller voir sur le site les use cases et tout. C'est incroyable. Là, par exemple, en bas, c'est la vue grille de Airtable. Vous voyez déjà que c'est plus visuel. C'est vraiment une base de données. Ce n'est pas un tableur. Il y a des types de données, des prix, des pièces jointes, des multiple select. Bref. Tu peux l'afficher sous forme de calendrier, de galerie, de carte géolocalisée. C'est vraiment extrêmement puissant. Airtable. Et Integromat, c'est une bonne alternative qui est check, qui est un peu plus complexe, qui permet notamment de traiter les données au passage, en même temps que tu les stockes et que tu les envoies à des endroits. Ensuite, il va falloir prévenir un utilisateur que quelqu'un veut emprunter son instrument. Ça, c'est la brique de programmation, d'automatisation. Disclaimer, attention, quand on dit no-code, ça ne veut pas dire qu'on ne programme pas. On programme, mais sans coder. On dit aux machines ce qu'on veut qu'elles fassent. On leur dit, si ceci, alors cela. On leur donne des ordres. Zapier, c'est un outil qui a pignon sur rue, qui est très puissant, qui permet vraiment de faire communiquer plus de 2000 applis entre elles. Quand je reçois une pièce jointe dans un email de tel destinataire, automatiquement le mettre dans Dropbox et m'envoyer une notif sur Twitter. Je dis n'importe quoi. Mais voilà, programme avec Zapier. Vous avez un aperçu en dessous. Integromat et Parabola sont de bonnes alternatives à Zapier. On peut aussi faire de la programmation, de l'automatisation. Et IFTTT, on l'a surtout mis parce que c'est un acteur historique qui est plus très dans la course. Mais leur nom, c'est If This Then That. Si ceci, alors cela. Je trouve que c'est très pédagogique dans le terme de programmation visuelle. Et last but not least, pour valider la transaction, l'utilisateur doit payer son emprunt. Et ça s'appelle de la location, du coup, plus un emprunt. Mais ça, on s'en fiche. Et ça, c'est les briques de services externes. Quelques exemples comme Stripe, qu'on peut juste utiliser pour que les gens payent, ou alors on peut carrément appeler l'API. Ça peut être ceinture jaune ou ceinture noire de nos codes, en fonction de comment on l'utilise. OneSignal pour faire des notifications push, vous savez, ces petites notifs en haut du téléphone. Vous pouvez en appeler sur vos applis grâce au no-code. MailerLite, Mailchimp, SendGrid pour les emails transactionnels, pour les notifs emails. Le mail joue un rôle assez important souvent dans le no-code, notamment pour les notifs et tout. Et Twilio pour les envois de SMS. Alors, avec du code, ça marche aussi, mais ça marche aussi avec du no-code. Par exemple, pour notifier quand il y a un achat par SMS ou autre. L'approche intégrée, il y a un outil, donc on aime bien ce tweet, c'est un outil pour les rassembler tous, un peu en mode Seigneur des Anneaux. Il y a Vlag Magdalene de Webflow un jour qui disait il y a quelqu'un qui vient de parler de la stack AWS, Airtable, Webflow, Zapier, et Bubble dans une autre conversation qui disait ouais, mais Bubble de base, ça remplace Webflow, Airtable et Zapier. Donc j'y reviens pas. On n'a pas vraiment de choix défini entre intégré et modulaire chez nous. On trouve que c'est un peu plus fun, le modulaire, c'est peut-être moins puissant que l'intégré, mais ça dépend du projet et de la personne en face. En tout cas, pour les applications web et responsive, vous avez cette slide où vous avez un aperçu de Bubble à droite qui va te faire des applis. À côté de Bubble, il y a Zero Code. Ça, c'est un truc, c'est encore un peu complexe, mais Zero Code, tu peux vraiment acheter pour $200 la template Airbnb for ce que tu veux ou Uber for ce que tu veux. Et on se dit que c'est un peu l'avenir, ça. Infinable, c'est des Français qui construisent un app builder. Et puis, il y a aussi d'autres alternatives. Application mobile, Adalo. Enfin, on a parlé de Glide au début. User-friendly, puissant, mais assez limité. On va dire que c'est à une extrémité du scope.
À l'autre extrémité, il y a Bubble, qui n'est pas vraiment fait pour faire des applis mobiles, mais tu peux en faire, mais c'est quand même assez complexe à prendre en main. Ben, au milieu, il y a Adalo, qui est un outil, vous avez l'aperçu à droite, qui est vraiment user-friendly, qui est assez puissant. Ça fait un an et demi ou 2 qu'ils existent, ils sont en pleine ascension. Et vraiment, pour faire du mobile, c'est super. Et puis, on vous a mis là aussi d'autres alternatives. Et le grand panorama, comme promis, mais je vais passer très rapidement, vous aurez la slide. C'est surtout pour vous mentionner que c'est dans la presse. Donc, on peut faire en no-code des newsletters, transformer une base de données en site web, un peu comme Glide, mais cette fois-ci pour faire des sites web, de l'e-commerce, appeler ou exposer des API, je n'y reviens pas, du scrapping pour automatiquement aller choper des données et pas le faire en copiant-collant bêtement, des chatbots, des agents de conversation virtuelle, des assistants vocaux. OK Google, est-ce que je peux te no-coder? Oui, désormais vous pouvez avec VoiceFlow. 3D, réalité virtuelle, réalité augmentée, notamment des Français, Minsar, qui sont très forts. Des jeux vidéo, c'est les stories, pareil, des Français qui sont à Station F, qui font les serious games pour les entreprises, c'est très bien. Intelligence artificielle et machine learning, c'est limité, mais pour faire des protos, ça peut être bien. Et la blockchain et des objets connectés. Tout ça, vous le retrouvez sur notre site contournement.io. On fait des événements, des webinaires spécialisés. On a un Calendly aussi où on propose des créneaux d'office hour gratuits et payants. On a un podcast et on propose des formations en ligne. Je vous les fais défiler très rapidement, mais étant donné que pour les communautés qu'on aime bien et qui ont fait des webinaires et dans nos newsletters, on fait des réducs. Donc sachez qu'on a une formation amorçage pour aborder Weebly pour les sites, Glide pour le mobile, Zapier et Airtable pour base de données automatisation. Il y a 7 heures de formation en ligne. Vous avez un coupon pour une semaine. Vous recevrez le lien après le webinar, sachez-le. On a une formation sur Zapier qu'on vient de sortir. Pareil, vous avez pour entre 1 et 3 journées. Sur Airtable, sur Zapier et Airtable, le bundle. Et bientôt une formation sur Adalo sur le mobile. Donc vous pouvez vous préinscrire via la présentation si vous voulez. Et puis ce projet, donc Side Project, où on accompagne des entrepreneuses, des entrepreneurs à monter leurs produits en 6 semaines. Ça, on ne sait pas encore quand on le refera, mais peut-être à l'automne. Et aussi, pour info, on recherche un stagiaire ou une alternante, enfin un alternant ou une alternante pour septembre. Donc, si vous connaissez des gens smart sur le web marketing, ninja du community management, on prend. Merci beaucoup. Je crois qu'on a tenu le timing, voire même un peu mieux que ce qu'on avait prévu. C'est parfait. Merci, Erwan. Merci. On a énormément de questions. Donc, ceux qui le souhaitent, on essaie de vous faire venir aussi directement sur scène. Je vais clôturer après la présentation. Il y a Cédric qui te pose la question concernant le premier projet présenté. Je n'ai pas compris pourquoi les modifications impactaient en temps réel les utilisateurs si c'est une app smartphone. Est-ce que ça doit passer forcément par les stores normalement, non? Très bonne question. Ça, aujourd'hui, il faut vraiment se mettre quelque chose dans la tête. Et c'est marrant parce qu'en fait, l'App Store et le Play Store prennent une place tellement importante qu'on a l'impression que c'est le seul moyen de faire du mobile, de distribuer du mobile. En fait, l'App Store et le Play Store, c'est juste un canal de distribution. Il y a des applis qu'on peut tout à fait consulter et installer sans passer par les stores. C'est ce qu'on appelle les PWA, Progressive Web Apps. C'est-à-dire que là, si vous allez sur enmodeconfiné.org avec votre téléphone, vous allez l'avoir qui s'affiche direct sur votre téléphone en cliquant sur un lien, ou alors en tapant enmodeconfiné.org. Et là, ça vous proposera de l'installer sur votre bureau. En fait, ça crée un raccourci vers l'appli. Mais vous aurez la petite icône sur votre bureau pour le consulter. Mais ça, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'applis qui se distribuent comme ça. Par exemple, Twitter, il y a une version PWA sur leur site Twitter Lite. Tu l'installes, c'est fait. Et là, en mode confiné, c'était important parce qu'on parlait de personnes qui n'étaient pas forcément très digitalisées, qui parfois ne savaient ni lire ni écrire, qui n'avaient pas forcément de compte Google ou Apple. Donc là, en un clic, hop, ils tombaient sur les drapeaux, les traductions et ils voyaient. Et les PWA aussi, il faut se dire que quand on veut faire télécharger et installer une appli sur l'App Store ou le Play Store pour un utilisateur, ça a un coût d'acquisition vachement plus important. Parce que moi, quand j'y réfléchis à 2 fois avant de m'inscrire sur une appli, mais j'y réfléchis à 4 fois avant de l'installer et tout, parce que je sais que ça va m'envoyer des notifs, il faudra que je la désinstalle. Donc ça aussi, sur les modes de consommation du mobile, je pense que le no-code va contribuer à accélérer ce mouvement vers les PWA. C'est mon hypothèse, en tout cas. D'accord. Il y a… Cédric, tu nous diras si justement tu as la réponse. Et petit détail aussi, pardon, excuse-moi. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait le process de publier une appli sur l'App Store ici, avec ses développeurs ou autre, mais
C'est une galère. Ça prend Enfin, c'est plutôt des jours que des semaines aujourd'hui, mais dès qu'il y a un problème, il te retoque. Là, PWA, Adalo ou Glide, tu fais clac, publier, tu envoies le lien. C'est fait. C'est beaucoup plus rapide, effectivement, surtout sur les premiers envois. À chaque fois, ça prend quand même énormément de temps avant d'être validé par l'App Store. Je vais te poser la question parce que LingLing ne répond pas, mais la question qui est remontée le plus, c'est quelle est la durée de vie d'une application construite en no-code? Est-ce qu'on peut la faire évoluer tout le temps comme une appli standard à part de code? Comment se passe la phase de test? Là, j'ai envie de dire la phase de test déjà. La phase de test, ça dépend ce que tu entends par là, mais là, en soi, tu fais une V1, tu l'envoies à des premiers bêta-testeurs ou des premiers utilisateurs. Si tu appliques vraiment la méthode Lean Startup, ton MVP, en 1 ou 2 ou 3 jours, tu le fais, tu le testes, tu vois comment les gens s'en servent, tu continues à faire évoluer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, par exemple, sur l'appli que je vous montrais au début, là, si j'ajoute un onglet, si je modifie la disposition, je peux choisir que ce soit en live, et puis les gens, ils ont ça devant les yeux, et puis je vois comment ils réagissent. Je peux même faire des sortes d'A/B testing si je veux, si je mets 2 applis avec un truc d'A/B test. Donc la phase de test, tu peux la faire quand tu veux et la faire durer autant de temps que tu veux. Et quant à la longévité, ça dépend du projet. Aujourd'hui, sur de l'e-commerce, même sur de l'appli mobile, franchement, j'aurais pas répondu la même chose il y a un an. Mais vu la vitesse à laquelle ces outils no-code vont, avant que tu aies vraiment besoin de passer sur du code, faut quand même que tu aies besoin de fonctionnalités avancées. C'est-à-dire ou que tu aies des problèmes de riches et les moyens d'aller vers ça. Après, il y a des projets. Nous, par exemple, il y a des grandes entreprises, notamment Prisma Media, avec qui on a travaillé sur un site e-commerce, sur une appli et tout, et sur des formations Airtable. À un moment, sur un projet, ils nous ont dit, mais ça, en no-code, ça peut être intéressant. Et on leur a dit, concrètement, cette brique-là en no-code, elle n'est pas faisable. Il vaut peut-être mieux directement passer sur une solution agence web. Là-dessus, par contre, ça, c'est faisable. En fait, on a proposé des scénarios. Et au final, on a fait une partie en no-code, parce que ça allait vachement plus vite, et une partie développée par une agence web, on l'a branchée. Et là, en soi, franchement, sur la partie qui est développée en no-code, aujourd'hui, ils préfèrent rester sur du code parce que c'est du Webflow, donc ils peuvent modifier eux-mêmes très vite. Donc, ça dépend vraiment du projet. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, si quelque chose n'est pas faisable en no-code, c'est souvent dès le début que ça se voit. S'il y a une fonctionnalité vraiment intéressante, nous, on essaie toujours de contourner en disant, attends, comment on peut trouver une solution qui fasse ça sort dans une semaine pour 1 000 € au lieu que ce soit 15 000 €. Mais en tout cas, si vous rencontrez des gens qui vous disent que tout est faisable en no-code, faites attention. C'est important quand même, avant de se lancer dans un projet sur un outil, d'avoir un peu d'expertise d'audit. Donc, sur la péremption, ça dépend vraiment du projet. Bubble, par exemple, enfin, Comet, voilà, c'est au bout d'1 an et demi d'une levée de fonds qu'ils se sont dit, là, on commence à être gênés. Et ils ont quand même gardé des parties sur Bubble. Donc, au cas par cas. Mais je pense qu'il y a des projets qui nous montreront que parfois, il n'y a pas besoin de tout faire passer sur du code. Parfois, juste ajouter une brique codée s'il y a vraiment une fonctionnalité. Avec de l'infra ou autre. Il y a Yvan qui te pose la question. Est-il possible de transformer ou lier un site Webflow facilement via un outil en app mobile? Intéressant. Non, en fait, ça dépend ce qu'on entend par app mobile. Bien sûr, Webflow, ça donne un site responsive par défaut. Le responsive est très bien géré sur Webflow. Bubble, par exemple, le responsive, ça va être plus galère. Mais c'est faisable. Par contre, c'est plus de taf. Ouais, j'ai envie de dire, si ta landing page est sur Webflow et que ton appli tourne sur Bubble ou Adalo, voilà, c'est une architecture classique. Par exemple, Uber Eats, leur site est sur Squarespace, mais derrière, l'appli, c'est une appli codée. Par contre, si il y a une partie des données qui sont utilisées dans l'appli que tu veux afficher sur ton site, ça, c'est possible en mutualisant la base de données. Par exemple, là, il y a un truc que je n'ai pas mis pour raccourcir, mais on a un site qui s'appelle nocoders.io. Vous pouvez y aller si vous voulez. C'est plein de ressources gratuites sur le no-code. On a fait une base de données Airtable où on met tous les outils qu'on découvre dans le no-code, qu'on commente et tout. Ça se transfère sur notre site, sur notre Webflow, d'un côté. Et la même base de données, ça se transfère aussi dans un Google Sheet qui se transfère dans un Glide pour l'appli mobile. Donc, tu vois, c'est la même base de données, mais qui prend des chemins différents. C'est une question d'architecture de stack, en fait. Et une fois qu'on comprend un peu comment tout ceci fonctionne, nous, on voit dans nos formations des gens non techniques qui
quand il commence à piger, arrive à te faire des propositions parfois un peu biscornues, mais tu es là, c'est pas con en fait. C'est vraiment une espèce de jeu de Lego, quoi. Parfait. J'espère qu'on a répondu à ta question, Yvan. Est-ce que Juliette... Ah bah Juliette est là. Hello, Ah, bonjour Bonjour Erwan. Juliette. bonjour. Oui, donc moi j'avais 2 questions. J'en ai posé une, c'était déjà, est-ce que vous avez eu un use case de donc un site un peu complexe, style un annuaire ou un job board, donc avec pas mal de contenu. Et j'en profite du coup et j'ai posé une deuxième question, c'est est-ce que c'est possible de faire un moteur de recherche? Moi j'avais vu ça sur GlideApp justement d'avoir une possibilité d'avoir une fonction de recherche du contenu. Mais est-ce qu'on peut le connecter par exemple sur Webflow ou Bubble? Enfin, voilà. Alors, sur la première question, faire un annuaire ou autre, ça dépend de ce qu'il y a comme fonctionnalité, parce que typiquement, l'association l'est déterminée. Ils ont des centaines d'anciens élèves, enfin d'anciens entrepreneurs. Et l'idée, c'était de se dire, quand une grosse boîte partenaire déterminée a besoin d'un traiteur ou d'un formateur au numérique, autant qu'ils aillent chercher chez les déterminés pour les faire bosser. Mm. Il m'a filé une base de données des déterminés avec localisation, leur ville, leur spécialité et tout. Et avec Glide, ce truc d'annuaire, je l'aurais fait en quelques heures. Mm. Et ça leur suffit largement. Après, s'il y a besoin de quelque chose de plus avancé, mobile, à Dalo, tu peux faire des trucs assez dingues. Et après, si tu veux faire vraiment un truc costaud, très costaud pour du web, là, Bubble. Ce sera un peu ça. Ok, donc nous. Oh, pardon. Non, excuse-moi, c'était parce que justement, effectivement, sur Glide, je trouvais ça assez facile à faire, mais je voulais avoir la même chose version desktop. Du coup, Bubble, tu conseillerais? Ok, je comprends mieux. Parce qu'en fait, là, cette première réponse, c'était pour te dire, donc, on a fait un use case simple et efficace avec Glide. Après, dans la communauté des no-codeurs, on sait que des projets type annuaire, plateforme d'intermédiation et tout, c'est typiquement des projets hyper. C'est un job pour le no-code, quoi. Ok. Après, c'est quand on commence à parler d'algorithmie un peu avancée. Là, le no-code sur l'algorithmie, il galère un peu. C'est-à-dire des algos de recommandation et tout. Tu peux faire des choses assez simples. Et par contre, pour en faire une version mobile, tu disais connecter à une version web, pardon. J'ai envie de dire, ouais, là, Glide, il commence à se mettre sur du desktop, D'accord. à proposer du desktop pour info. Donc, tu peux aller regarder ça. Et souvent, Glide, en plus, c'est typiquement un outil no-code où la documentation est tellement bien faite, ils sont clairs, ils sont pédagogues, il y a des couleurs partout, bref. C'est vivant et tout. Mais, ouais, j'aurais tendance à dire peut-être plutôt Webflow avec une base de données commune. Ok. Mais il faut voir, peut-être que Glide Desktop, ça fait le job. Après, je ne suis pas le plus technique de l'équipe, mais parce que par exemple, Lucien, c'est vraiment celui qui est le plus technique. Peut-être qu'il aura un autre avis, mais regarde Glide Desktop. Et puis, Bubble, à mon avis, pour ce que tu veux faire, c'est peut-être un peu overkill, c'est peut-être surdimensionné. D'accord. Parce que, en fait, souvent, les annuaires, ça dépend si les gens ont à se créer un profil ou pas, mais c'est surtout une question d'avoir un bon affichage ordonné, quoi. Et bien connecté, c'est-à-dire une personne est affiliée à, je ne sais pas moi, une région, une classe. Si tu cliques sur la région, tu vois toutes les personnes de la région, tu vois, c'est la navigation. Ok, ça marche. Mais en tout cas, sur le Calendly, là, qu'il y a dans la présentation, on a des office hours gratos d'un quart d'heure. Je pense que typiquement, ça pourrait valoir le coup que tu ailles voir Alexis là-dessus. Ça marche, merci beaucoup. Merci Juliette. Merci. Il y a Quentin qui te pose la question. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques pour commencer à structurer un sheet en vue de faire un site web en no-code? Très bonne question. Donc avec Glide, j'imagine. Oui, parce qu'avec Sheet, c'est Glide pour faire du mobile. En fait, souvent, j'ai tendance à dire que tu as un type de données, tu vas faire une feuille avec. Par exemple, dans le cas de Zaïm, là, H24 Urgence, que je vous ai montré, là, en fait, ces établissements, ces maisons de santé, c'est comme une liste. C'est un type de données, c'est les établissements. Donc là, tu fais une feuille avec que ça. Tu vas faire une feuille, par exemple, où, par exemple, comment dire? En fait, ce qui est important, c'est de pouvoir lier des tables entre elles. Par exemple, je ne sais pas, si avec Octo Technologies, on a travaillé sur une formation où, en gros, on fait faire un espèce de Airbnb des vélos. D'ailleurs, c'est marrant parce que le premier jour, on le fait faire en mode modulaire avec plein d'outils, et le deuxième jour, en Bubble. Et les gens disent, waouh, en mode modulaire, on a tout compris, on s'est éclaté. Avec Bubble, on a vu la puissance, mais waouh, c'est plus prise de tête. Donc, intégré versus modulaire. Et typiquement, dans Glide, ce qu'on fait, c'est que il y a des
utilisateurs qui demandent des vélos et ce vélo, il faut qu'on identifie qu'il est un utilisateur et que tel vélo a eu telle demande. Donc là, tu vois, tu vas avoir ceux qui proposent des vélos, les vélos et les gens qui demandent des vélos. Et à partir de là, tu vas dire tel vélo est associé à telle demande, tel mec est associé à tel vélo. Donc j'ai envie de dire, c'est par type de données. Mais après, dans Glide, comme je disais, la documentation est très bien faite. Et si tu lis l'anglais, sinon avec Google Translate, on s'en sort, clic droit, ils expliquent un peu ce genre de choses. Après, c'est en pratiquant. Franchement, comme d'hab, on peut faire un peu de théorie, nous, sur nos formations en ligne, là, on veut que Contournement donne un peu de recul méthodologique, que quand tu fais du no-code avec nous, ce soit pas juste tu fais bêtement, tu comprends les briques du web, tu comprends certains trucs que seuls les développeurs comprennent. Et on fait un peu de théorie là-dessus, par exemple, dans nos formations, mais souvent, c'est quand les gens mettent les mains dedans, là, ils comprennent. Franchement, il faut faire pour piger. Et là, tu reviens sur la théorie et tu fais « Ah, d'accord, c'est ça qu'il voulait dire. » J'espère que, Quentin, j'espère que tu as eu ta réponse. Il y a Rémi qui te pose la question. Bonjour et merci pour ces informations, déjà. Concernant les outils LMS, donc c'est Learning Management System, les outils no-code sont-ils recommandés? Point d'interrogation. Donc, est-ce que c'est stable, pratique, moins coûteux? Et si oui, quel serait le top 3 si tu en avais? Alors, typiquement, nous, on fait du no-code, on fait de la formation en ligne et on ne fait pas notre formation en ligne en no-code. Pourquoi? Parce que notre framework de décision pour décider des stacks, notre diagnostic, c'est souvent de se dire, est-ce que déjà il y a un outil qui est très bien fait pour ce use case sans qu'il y ait à le no-coder? Et ensuite, est-ce qu'il y a un outil no-code qui peut permettre de le faire? Et s'il n'y a pas d'outil no-code, en code, quel est le truc le plus malin? Nous, aujourd'hui, on utilise Podia pour nos formations en ligne. C'est vraiment hyper bien fait, hyper simple. C'est waouh. Après, étant donné qu'on commence à être éligible au CPF sur des trucs et tout, là, il faut qu'on passe sur des plateformes d'e-learning plus franco-françaises qui traquent et tout. Et là, on est en train de benchmarker. Il y a RiseUp qui a l'air pas mal. S'il y a des gens qui ont des recommandations sur des plateformes e-learning, financement de la formation pro-friendly, on prend. Mais du coup, pour répondre, nous, on utilise des LMS. Mais sinon, en soi, tu pourrais faire un LMS avec Adalo, tu peux tout à fait faire un LMS. Avec Bubble. Nous, par exemple, notre formation Side Project, avec Glide, on a juste fait une espèce d'appli de ressources, de suivi, où ils ont toutes les infos et tout. Et ça va plus vite qu'un LMS, limite, parce qu'on est dans un Google Spreadsheet. Mais c'est un usage bien particulier et c'est aussi un outil un peu cadeau pour les élèves. Mais Podia et Teachable, franchement, sur du LMS, je trouve ça tue, quoi. Et justement, il y a Jean qui te pose la question. Chez Contournement, est-ce que vous êtes vous-même aujourd'hui utilisateur d'outils no-code pour votre business ou pas? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, notre site est sur Webflow. Notre moteur de blog est sur Ghost. Alors, est-ce que c'est les moteurs de blog, ça fait longtemps qu'il y a plein de choses, mais Ghost, ça ressemble vraiment à du no-code parce que c'est, je sais pas, c'est très user-friendly, etc. On automatise un max de trucs. Par exemple, on a un webinaire sur l'automatisation qui est gratuit si vous voulez regarder notre channel YouTube, où on montre, par exemple, Side Project, la formation Side Project. Quand les gens candidataient, c'est une formation de 6 semaines, donc quand même, on sélectionnait. Au début, les gens nous contactaient, on leur disait de remplir le formulaire, on essayait de trouver un rendez-vous, et puis on s'envoyait des mails. Et puis... Là, aujourd'hui, tu candidates via un formulaire, tu reçois un mail automatisé via Zapier et Airtable, ça te dit ce qu'il faut faire à la prochaine étape, tu as un nouveau formulaire pré-rempli qui est là, et après, on te dit, bon, maintenant, il faut qu'on se voit, et là, ça renvoie un mail automatisé avec le Calendly, les gens chope un rendez-vous, ça crée le hangout automatiquement et tout le monde est content. C'est-à-dire qu'on est passé genre de 10 manips à 2 manips. Mais ça nous paraissait important de faire à la main au début. Toujours commencer par faire à la main avant d'automatiser. Donc ça, sur notre infrastructure interne, on automatise énormément de choses. Et puis, comme je disais, parfois, le Glide, là, pour référencer nos applis, enfin toutes les applis no-code qu'on a trouvées. Et pour nos coders, donc Airtable, plus Webflow d'un côté et plus Glide de l'autre. Et aussi, en Bubble, on a développé NoCoder, EURS.io. C'est une plateforme d'entraide pour les experts, les débutants et tout, pour venir poser ces questions sur le no-code. C'est comme Stack Overflow pour les développeurs, tu peux voter les réponses et les questions. Donc, si vous galérez sur le no-code, NoCoder, EURS.io, vous pourrez trouver des gens qui vous aident. C'est gratuit. Et justement, il y a encore Yvan qui te pose la question. Comment faire partie de Side Project parce qu'il est assez intéressé.
Pour le coup, il y a une formation en cours là, de Side Project. Il y aura le Demo Day le 10 juillet, si tu veux, avant de t'aventurer, voir à quoi ça ressemble et ce qui est réalisé. Et là, aujourd'hui, on se dit qu'en fait, on est en train de pivoter. On faisait beaucoup de présentiel. Ça fait 12 ans que je suis là-dedans et tout. Mais là, en fait, on tente le coup de l'e-learning, scalable et tout. Donc, on va essayer de digitaliser, de faire de l'e-learning avec cette formation Side Project. Et normalement, ce sera à la rentrée. Et si tu veux être tenu au courant, il faut s'abonner à la newsletter sur notre site où, à la fin de la présentation, j'ai mis le lien direct vers le formulaire de newsletter. De toute façon, c'est le meilleur moyen d'être tenu au courant de ce qu'on fait, que ce soit nos nouvelles formations, des actus sur le no-code. On en envoie 1 ou 2 par mois. Mais c'est le meilleur canal. Et d'ailleurs, donc, pour information, la présentation sera bien sûr disponible et sur les réseaux sociaux de Contournement et sur les réseaux sociaux de chez Weavoo. Donc, il n'y aura aucun souci, vous pourrez la retrouver facilement. Et tous les liens sont cliquables dans la présentation, toutes les ressources sont consultables. C'est cadeau. Encore 2 petites questions. Marine qui te pose la question, quelle serait la stack d'outils la plus gratuite possible pour faire un side project perso? Ça dépend du projet. Franchement, c'est. En fait, j'ai envie de répondre 2 choses. Ça dépend intimement du projet. Franchement, quelqu'un qui vous dit il y a une stack qui fait tout, ne le croyez pas, vous ne la croyez pas. C'est surtout aussi si vous voyez des gens qui viennent vous vendre des listes d'outils, bah, dites-leur tiens, il y a la presse Contournement gratos qu'on nous a donné. Faites gaffe, je pense qu'il va y avoir beaucoup de vendeurs de sable une fois que ça va se démocratiser ce truc-là. C'est pour ça qu'on communique beaucoup pour dire attention, c'est pas magique. Donc ça dépend intimement de ton projet perso. Donc pareil, n'hésite pas à prendre un office hour d'un quart d'heure gratos sur Calendly. Parce que c'est vraiment des diagnostics éclairs qu'on essaie de faire. Et quand on n'y arrive pas, ben, on le dit. Et deuxièmement, sur la gratuité, tous ces outils, globalement, dites-vous que c'est des modèles freemium. Donc, il y a une version gratuite qui vous permet de faire un certain nombre de choses, d'aller assez loin déjà. Puis, il y a une version payante qui parfois est à 10 euros, 30 euros, 50 euros par mois en moyenne. Après, Bubble, si tu as beaucoup de trafic, ça peut aller jusqu'à 100, 200, 500 ou 1000 euros par mois. Mais là, c'est vraiment quand tu grossis. Mais sachez que quand même, globalement, leurs pricing sont assez bien faits et que dites-vous que si vous utilisez un outil no-code, que votre projet commence à marcher, n'hésitez pas à payer parce que là, déjà, imagine une journée de dev. C'est 500 euros en moyenne. En une journée, tu fais rien. Tu prends juste le brief. Déjà, avec un budget de 500 euros, tu peux aller tellement loin avec du no-code. Franchement, vu le temps que ça t'économise, la valeur ajoutée que ça t'apporte, l'absence de charge mentale que ça t'enlève, le fait d'être autonome, de pouvoir toi-même shipper, tester en temps réel. Franchement, souvent la question du prix, je la comprends, mais si vous cherchez absolument à faire du gratuit, vous arriverez à faire des choses. Mais je pense que vous devrez faire des compromis par rapport à quelque chose qui vaut beaucoup plus cher, c'est-à-dire votre temps, qui ne sont pas forcément rentables. Et d'ailleurs, les pages pricing de tous ces outils, c'est souvent pas mal parce qu'elles sont très claires et on voit les fonctionnalités, ce que ça permet. Et globalement, que ce soit Airtable, Glide, Adalo, allez sur leur site, regardez des showcases et regardez des templates aussi. Par exemple, Glide, tu as une template annuaire, tu as une template organisation de conférences. Et souvent, ça te fait dire « Ah ouais, on peut faire ça avec ». Airtable, notamment, c'est hallucinant. Vraiment, Airtable, c'est en voyant ce que tu peux faire avec que tu comprends, quoi. Je fais venir la dernière personne, donc Aurélie, qui est en train de se préparer. En tout cas, merci encore infiniment Erwan vraiment pour cette présentation qui a été super claire. Bienvenue Aurélie. Merci. Bonjour, bienvenue, merci. Bonjour. Merci Erwan, c'est vrai que c'était top. Super. J'avais posé mes questions dans le chat, donc c'est pour ça que je fais la bourre, je mets dans les questions. Il n'y a pas de souci. J'utilise pas mal Strikingly, moi. Ouais. Ah oui. C'est hyper user-friendly et quand tu veux donner l'autonomie après aux gars à qui tu files le site, c'est génial. Ils sont assez réactifs en ligne pour t'aider. En revanche, j'ai jamais compris comment je pouvais associer une base de données. Donc typiquement, est-ce que Airtable est compatible et comment savoir avant d'utiliser un outil lesquels sont compatibles avec lesquels? Ok, c'est intéressant parce que ça, on pose la question de l'interconnexion, l'association des outils. La Juliette, tout à l'heure, disait connecter ensemble. Et souvent, dès qu'on entend le mot connecter, on se dit, oula, qu'est-ce qui se cache derrière? En fait, Strikingly, en effet, c'est un super outil pour faire des sites rapidement, qui sont bien designés. C'est un peu contraignant, mais justement, c'est bien quand il y a des rails. C'est comme London, ça te contraint et tu fais quelque chose de bien. Tu ne peux pas t'amuser à jouer au designer et tout. Il y a plusieurs façons de connecter les différents outils. Le premier, en effet, c'est celui qu'on attend souvent, mais
qui est peu proposé, c'est qu'il y ait une base de données derrière. Par exemple, Webflow, c'est là où c'est bien. C'est que tu as une base de données qui peut être tout à fait associée avec un Airtable et tu dis, ben, ce qu'il y a dans cette base de données, je veux qu'il y ait des pages uniformes où là, il y a l'image, là, il y a le titre et là, il y a la date. Et puis, automatiquement, dynamiquement, ça va te générer ces pages. Tu n'as pas à les intégrer à la main. Juste à partir de la base de données, ça va faire ce que tu veux. Il y a assez peu d'outils qui te permettent de faire ça aujourd'hui sur les sites web. Il y a Webflow. À ma connaissance, des outils de création de sites web qui intègrent une base de données, il y en a assez peu. Ouais. Je pense à Webflow, j'en vois pas forcément d'autres. En revanche, ce que tu peux faire, c'est intégrer, embedder, mettre en abîme, comme tu le ferais avec un formulaire, comme tu le ferais avec une vidéo YouTube. Tu peux faire ça avec Airtable. Alors, le problème, c'est que ce n'est pas tout à fait élégant. Par contre, ça peut faire le job. Par exemple, Airtable, la vue galerie, tu peux vraiment faire une galerie photo avec les infos vraiment bien faites, un peu comme Duelito. Enfin, lui, il est passé par Webflow. Mais tu peux embedder, en tout cas, pour un MVP, ça peut faire le taf. Tu peux aussi linker, c'est-à-dire que c'est bête, mais sur l'appli Banlieue Santé, les gens arrivaient sur l'appli mobile. Vous voulez devenir bénévole, blablabla. Vous voulez faire un don, blablabla. Vous voulez aider un foyer de migrants, vous avez un foyer de migrants à signaler. Voilà. Et là, tu avais un bouton, et quand les gens cliquaient sur le bouton, ils sortaient, en fait, sans s'en rendre compte de l'appli, et ils arrivaient sur Airtable, sur le formulaire Airtable. Donc, parfois aussi, par un jeu de liens, de renvoi, tu peux faire une stack intéressante. Après, je suis d'accord que quand même, la façon la plus élégante de faire, c'est quand il y a déjà la base de données dedans. Là, par exemple, Duelito, on dirait vraiment Airbnb. C'est pas un truc où tu vois qu'il y a une petite différence de couleur ou alors un petit branding en bas. Ben justement, Duelito, ils ont pas, parce que tu avais l'air de dire que tu peux aller sur Zero Code et acheter le template Airbnb de la cabane de jardin. Ça, tu sais pourquoi ils n'ont pas fait ça, par exemple ou... Alors, très excellente question. Voilà, là, c'est une bonne question de conclusion. Ah non, j'en ai encore une autre. C'est bon. Il y a deux choses. Duelito, justement, ils sont allés sur du modulaire pour aller très vite parce que, comment dire, ils ont fait le Webflow vite fait. Ils ont fait le Airtable vite fait. Ils ont intégré avec la base de données, hop, en 1 à 2 jours. Ils avaient un outil qui faisait juste ce qu'ils voulaient que ça fasse, très léger, hyper simple à modifier et qu'ils avaient créé de bout en bout. Zero Code, je speedais un peu pour conclure, mais Zero Code, moi, c'est plutôt demain que ce sera intéressant, ça, je pense. Aujourd'hui, franchement, c'est clair, tu prends $200, tu achètes la template Airbnb, c'est incroyablement puissant. Tu vas pouvoir mettre tes contenus, ton wording et tout. Par contre, pour faire modifier la structure dans Bubble, là, il faut que tu fasses une petite formation de quelques jours ou quelques semaines pour au moins comprendre comment ça fonctionne. Donc, on va dire que c'était un peu surdimensionné. C'est pour ça que nous, en général, on prône plutôt l'approche MVP, c'est-à-dire commence petit et fais grossir petit à petit en fonction de tes besoins et de ceux des utilisateurs, plutôt que, franchement, pour 200 balles, tu peux acheter la grosse Bertha, mais par contre, la grosse Bertha, après, faut la déplacer, il faut la faire évoluer, il faut la réparer, et en fait, tu vas la laisser au milieu du champ de bataille sans y avoir touché. Donc, c'est un peu cette approche. Ok. Et alors, j'avais une petite dernière question, Oui, 2 secondes. vas-y. J'ai ouvert un espace de coworking et juste les gens, j'ai pas envie qu'ils viennent et qu'ils repartent. J'ai envie de créer un répertoire des compétences présentes. Mais j'ai pas envie de saisir à la main, salut, comment tu t'appelles, c'est quoi tes compétences, que eux, quand ils rentrent et qu'ils s'inscrivent, ils aient un formulaire et demain, ça se traduira sur une map, parce que l'idée, en fait, c'est pas que entre nous, c'est que les entreprises du coin, au lieu d'aller chercher, je suis près de Nantes, à Nantes, le graphiste connu, machin, on est dans un petit village et il y a toutes les compétences. Comme ce que je fais pour les déterminer, du coup. Pour les quoi ? Pour les déterminer, pour que les partenaires aillent chercher dans leur réseau de déterminés Voilà, plutôt qu'ailleurs. exactement. Et donc, est-ce qu'il y a un formulaire, je m'inscris et je nourris une base de données ? Là, tu vois, typiquement, c'est encore une excellente question de conclure. On sera en présentiel. Là, je dirais, alors, à votre avis, comment on fait ? Là, je dirais Glide, parce que pour les annuaires, c'est hyper bien fait. Tu as même une template qui est très bien faite. Tu reconnaîtras, c'est avec les gens de The Office. Et du coup, tu as deux manières de faire après. Donc, tu peux avoir le côté géolocalisé, le côté galerie, le côté trié par compétences. Mais tu peux aussi, ou alors intégrer un formulaire direct dans l'appli pour que les gens entrent leur nom, prénom, compétences et tout. Ou alors, un Google Form. Tu dis, voilà, remplis ce Google Form. Ils remplissent le Google Form et à partir de là, ça apparaît dans l'appli. Ou alors, tu peux choisir que
ce soit dans une base où toi, d'abord, tu veux valider, puis mettre. Ouais. C'est très simple. Ok, Ça, c'est très simple. très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup Aurélie. Tant Passez pis. une excellente journée. Et on a un tuto qui s'appelle Premier pas avec Glide sur notre chaîne YouTube, pareil, qui est gratos, qui pourrait t'orienter là-dessus. Ok, merci. Merci encore. Merci infiniment Erwan, c'était vraiment très clair. Il y a eu Merci. énormément de questions. J'espère que tu vas pouvoir revenir peut-être un jour sur notre webinar. Merci à tous. Avec plaisir. Merci à tous d'avoir participé à ce webinar. Merci encore infiniment Erwan. Et j'espère que vous allez pouvoir vous mettre au no-code. Donc n'hésitez pas à aller voir Contournement. Si vous avez des questions, Erwan et je pense Alexis se feront un malin plaisir de répondre à toutes les questions. Absolument. Merci encore. Passez une excellente journée et passez un excellent week-end. Merci Erwan encore. Ciao tout le monde. Merci à vous. À bientôt. Salut tout le monde.